Vous écoutez Pensée en couleurs, le podcast qui propose de remettre de l'esprit critique au quotidien pour sortir du mode noir ou blanc et explorer une palette colorée de nuances, pour reprendre le contrôle de vos pensées et actions et pour recréer des liens et du dialogue. Je suis Maya Ayal et je vous offre ici des outils. À vous de voir ceux qui vous parlent et de vous les approprier. Bienvenue dans Zoom, des épisodes où je fais le point sur un sujet en particulier qui me paraît essentiel pour pouvoir faire preuve d'esprit critique. Comme d'habitude, je vous offre en description des récaps et des outils. Bonne écoute! Dans cet épisode, je vais approfondir quelques notions qu'on a déjà évoquées plus ou moins directement dans d'autres épisodes parce que je pense qu'ils sont trop peu connus, mais pourtant hyper courants dans les discours politiques actuels ou dans les contenus qu'on peut voir en ligne. La première notion, c'est le dog whistle, littéralement en anglais sifflet à chien. Et c'est aussi appelé en français appel de pied. Le sifflet de Galton, c'est un sifflet qui utilise des ultrasons que seuls les chiens peuvent entendre et qui est complètement inaudible pour les êtres humains. Dans les discours politiques ou les contenus en ligne, ça va être la même chose. On va utiliser des messages codés pour laisser libre cours à la haine envers un groupe de personnes, des expressions, des mots ou des références qui vont être compris seulement d'une certaine population, mais qui pour le reste de personnes vont passer complètement inaperçus parce que ça va justement pas être explicite. Donc là, on va jouer sur l'ambiguïté, à la fois pour ne pas tomber sous le coup de la loi, parce que ça va souvent être des choses illégales en fait, les messages qu'on va faire passer, et aussi pour éviter la modération des réseaux sociaux, qui souvent interdisent certains mots ou certaines expressions. Mais en plus, ces messages codés, ces dog whistles, ils vont être super pratiques pour ne pas se fermer des portes en excluant d'autres populations qui n'apprécieraient pas ces discours si elles les comprenaient. Donc on va faire en sorte qu'elles ne comprennent pas très bien ce qu'on est en train de raconter. Là, ce qui est important dans le dog whistle, c'est d'utiliser des expressions assez vagues pour qu'il n'y ait aucune preuve claire de ce qu'on a voulu dire, mais qui sont très connotées dans certains milieux. Donc c'est vraiment un numéro d'équilibriste. Édouard Drummond, un antisémite qui était très influent à la fin du XIXe siècle, avait déjà très bien compris l'utilité de ce procédé et recommandait déjà de parler à demi-mot. Ces pratiques, elles sont devenues d'autant plus importantes à partir du moment où l'incitation à la haine en raison de l'origine ou de la religion a commencé à être condamnée par la loi en 1939 avec les décrets-lois Marchandeau, à une époque où l'antisémitisme était très libéré. Et bon, vous vous en doutez aussi, ils ont du coup été abrogés entre 1940 et 1944, une époque où c'était plutôt cool de haïr les gens, et on a ensuite remis en vigueur ces décrets-lois à la Libération. Les dog whistles, ils vont aussi s'actualiser très souvent pour continuer à rester compris que d'un certain groupe, et ils vont s'ajuster aussi à la culture locale, à la langue et aux références du groupe en question. Donc on ne va pas trouver les mêmes en France ou en Espagne ou en Angleterre par exemple. Je vous donne quelques exemples de dog whistles qui sont désormais connus. Pour désigner les juifs, on va parler des dragons célestes, qui sont des personnages de One Piece qui reprennent le stéréotype des juifs privilégiés, puissants et qui ne se mélangent pas. Je précise ici que dans One Piece, on ne fait pas du tout référence aux juifs, mais ça a été utilisé comme métaphore pour reprendre ces stéréotypes. On peut aussi parler de mafia khazar, donc là où on reprend un récit qui est historiquement faux, qui prétend que les juifs, ceux qui se disent juifs actuellement, ne le sont en réalité pas et descendraient de cet autre peuple khazar. Ou encore, on peut juste utiliser le mot « qui », point d'interrogation, expression qui a été très popularisée à l'époque des mobilisations des Gilets jaunes pour désigner les coupables d'un peu tous les maux, donc les juifs. Pour parler des Arabes, on peut utiliser l'emoji arbre, qui va ressembler phonétiquement, et qui peut aussi faire référence à l'expression de l'arbre qui cache la forêt, avec là des sous-entendus d'invasion, etc. Quand un délit ou crime est commis et qu'on n'en connaît pas encore l'auteur, on peut voir les dog whistles encore des Suédois, où tout le monde sait, avec aussi l'acronyme TLMS, de tout le monde sait, qui veulent dire que l'auteur des faits est très probablement d'origine étrangère non occidentale. C'est là encore le sous-entendu. Donc vous voyez dans tous ces exemples qu'on peut facilement prétendre ne pas du tout faire référence à ces populations si on en est accusé, alors que ces usages sont très largement documentés. C'est pour ça que je vous disais qu'ils se réactualisent et qu'il va y avoir à chaque fois des ajustements, des modifications pour que on puisse continuer à prétendre que pas du tout, ça n'a rien à voir, etc.
Et parfois, c'est aussi vrai, hein, parfois on va utiliser des dog whistles sans en comprendre la portée. Mais j'y reviendrai tout à l'heure sur comment on peut aussi repérer l'intentionnalité derrière ça. On a parlé de chiens, là on pourrait dire qu'avec le dog whistle, on joue au chat et à la souris, avec la loi et avec la modération des réseaux pour ne pas être condamné ou censuré. Ce qui rend le dog whistle encore plus puissant, c'est la combinaison avec le gaslighting ou inversion accusatoire. Ici, celui qui fait passer des discours haineux sans en avoir l'air, avec le dog whistle, va en plus accuser les victimes d'être parano, obsédées, ou de chercher à lui faire du mal. C'est une technique de manipulation aussi très largement documentée, notamment dans les violences conjugales. Ça arrive très souvent qu'une femme victime de violences de son conjoint va subir ce type de manipulation. Mais ça sert aussi dans plein d'autres cas, comme en politique. Donc ici, le but, c'est de chercher à faire douter la victime jusqu'à lui faire penser que c'est elle le problème, en fait. Vous voyez à quel point cette stratégie est maligne. On dit quelque chose qui, pour la majorité des gens, a l'air anodin, tout en faisant passer des messages très clairs à d'autres. Puis quand on est accusé par les personnes qui travaillent sur ces sujets et reconnaissent un dog whistle pour ce qu'il est, ou par les victimes, qui aussi en général savent très bien reconnaître ça, on prend le rôle soi-même de victime et on leur renvoie la responsabilité. S'ils voient du racisme ou de l'antisémitisme dans mon discours, c'est eux qui sont racistes ou antisémites. Et oui, comme à la maternelle, c'est celui qui le dit qu'il est. Ça a l'air simple et pourtant ça fonctionne à merveille et c'est beaucoup plus puissant de faire passer des messages comme ça qu'en disant directement les choses. Selon la sociologue Ilana Weisman, c'est la même technique qui est utilisée dans le marketing, dans les publicités, quand on nous fait passer des messages inconscients par des images, par des associations d'idées. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les pratiques du nudge ou coup de pouce, qui sont adoptées dans certaines politiques publiques pour influencer les comportements sans aucune interdiction explicite. L'un des plus connus étant la fausse mouche dans les urinoirs de l'aéroport d'Amsterdam, qui a permis de réduire drastiquement les dépenses de nettoyage en incitant comme ça à mieux viser. Avec ces pratiques, on ne dit rien directement, on passe par un canal beaucoup plus efficace que si on demandait poliment « s'il vous plaît, faites attention lorsque vous utilisez ces urinoirs ». De la même façon, les dog whistles touchent une fibre beaucoup plus émotionnelle, inconsciente, qu'on ne détecte souvent même pas si on n'essaye pas activement d'en prendre conscience. Et puis ça permet à ceux qui suivent ces personnes d'être tranquilles. Si on n'a pas été condamné, c'est qu'on n'a rien fait de mal. On peut dire plein de choses haineuses sans laisser aucune trace, tranquillement. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, comment est-ce qu'on reconnaît ces discours si on n'est pas au courant de l'utilisation de ces dog whistles ? Déjà, on peut commencer par écouter les experts qui alertent là-dessus, lire ce qu'ils disent avant de réagir instinctivement. Comme toujours, la clé, ça va être de calmer un peu ses émotions, surtout si quelqu'un qu'on aime bien est accusé, puis d'essayer de posément évaluer ses accusations, voir sur quoi elles reposent concrètement. Ensuite, on peut prêter attention aux discours très généraux, aux expressions vagues et fourre-tout. Quand on parle du système médiatico-financier, par exemple, on parle de qui concrètement ? Est-ce que la personne qui y fait référence l'explicite par la suite ou est-ce qu'elle laisse chacun y mettre ce qu'il veut ? Pareil si on parle de submersion migratoire. Est-ce qu'on parle de tous les migrants avec leurs profils très variés ou est-ce qu'on désigne certaines populations ? Quel est le message qu'on cherche à faire passer avec ce genre d'expression connotée et floue ? Ça, c'est une question qui est très importante à se poser à partir du moment où on a repéré l'usage de ces expressions-là. On va rajouter un autre animal dans l'histoire en reprenant la citation assez parlante de Martine Aubry. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Dès que quelque chose est très vague et fait plus appel à l'émotionnel qu'à une analyse claire et explicite, méfiez-vous et cherchez à creuser le sens réel qu'il y a derrière. Je vous partage en lien des ressources complémentaires là-dessus, notamment sur un outil qui s'appelle Vago, qui est en train d'être développé par des chercheurs pour justement détecter ces marqueurs de flou et de subjectivité dans des discours politiques ou médiatiques et repérer l'accumulation de ces usages de façon claire. Rappelez-vous que les politiques disent rarement des choses au hasard, surtout s'ils le font plusieurs fois, c'est qu'en général il y a une stratégie et que c'est fait exprès. Et c'est pareil pour les créateurs ou les créatrices de contenu. En général, ils travaillent leur contenu à l'avance avant de publier. Donc s'ils font passer certains messages, voilà, c'est volontaire. Et un politique ou un parti qui va user de dog whistle va souvent le faire à plusieurs reprises pour que le message passe bien. Si c'est le cas, c'est encore moins probable qu'il s'agisse d'un hasard d'avoir utilisé de manière répétée plusieurs mots, expressions, références qui font passer un même message. Et encore une fois, c'est pareil pour toutes les personnes en fait qui font passer des discours, que ce soit à travers
des contenus en ligne, à travers n'importe quelle prise de parole écrite, orale, etc. Bon, vous aurez remarqué que je n'ai donné aucun exemple de personnes ou de partis qui ont utilisé des dog whistles. Et ça, c'est parce que c'est mon parti pris à moi dans ce podcast. Ce que je propose ici, c'est de vous donner des outils qui, je l'espère, vous aideront à mieux construire votre propre opinion. Mais je ne vous donne pas du prêt-à-penser avec une analyse déjà toute faite. Parce que je ne cherche pas à vous dire ce qu'il faut penser ou non, comment vous devez penser, etc. Voilà, l'idée c'est justement que vous vous posiez peut-être certaines questions qui vous aideront à prendre du recul, à analyser ce qui se passe dans votre tête, dans vos opinions, dans vos actions. Allez, je vous laisse vous amuser à repérer les dog whistles dans les discours politiques ou sur Internet. Vous n'allez pas vous ennuyer. Qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Je suis très intéressée d'avoir vos avis en commentaire et s'il vous a semblé utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lui donner 5 étoiles sur les plateformes d'écoute pour que d'autres puissent la trouver facilement et en profiter également. Vous contribuez de cette manière, vous aussi, à l'activation de nos esprits critiques, alors merci pour votre aide. N'oubliez pas de télécharger, si vous le souhaitez, les fiches récap en description de cet épisode. À bientôt! Kritik är bäst sist.